Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci d'être si nombreux, fidèles à ce rendez-vous du lundi à 19h en direct depuis le secrétariat général de la Comédie Française, Place Colette à Paris. C'est Quelle Comédie, l'émission qui, pour la 4e saison, jette donc chaque semaine en direct un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la maison et de sa troupe, de cette ruche infatigable qu'est le français. Alors vous le savez peut-être, ici, chaque génération a sa place, chaque curieux a quelque chose à découvrir. Et ce soir, alors bien sûr, nous allons nous adresser à tout le monde, mais peut-être avec une attention toute particulière aux jeunes bacheliers, car l'auteur, l'autrice qui nous occupe est au programme du bac général et technologie. Je veux parler de Colette, dont on fêtait d'ailleurs l'an dernier le 150e anniversaire de la naissance. Cette année 24, c'est le 70e anniversaire de sa disparition. Alors Sido et les vrilles de la vigne, un titre si musical, sont les deux ouvrages qui sont au programme. Vous trouverez sur le site de la Comédie Française de quoi truffer vos connaissances et sur la chaîne YouTube du théâtre des vidéos passionnantes, émouvante qui nous inspire. Donc ce soir, la venue de Daniel Lebrun. Bonsoir Daniel, vous êtes pensionnaire de cette maison et Frédéric Maget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Société des Amis de Colette, le directeur de la Maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, un lieu merveilleux qu'on pourra visiter à partir du printemps à nouveau, c'est ça. Alors, vous avez animé, vous Frédéric, en décembre dernier, un lundi du Vieux Colombier, les lundis au Vieux Co, intitulé Colette, c'est inconnu. Vous étiez alors en compagnie de la chanteuse et poétesse, j'oserais dire, Juliette, et puis de la comédienne Véronique Vella, une soirée pleine d'émotions, sur laquelle évidemment nous allons revenir. Et puis vous, Daniel, vous avez imaginé, avec d'ailleurs la collaboration de Véronique Vella, en 2017, un spectacle qui était un seul en scène au Studio Théâtre, sur l'envers du music-hall. Ce spectacle a été filmé en 2017 et il est diffusion unique, le jeudi 15 février à 20h30 sur la chaîne YouTube du théâtre. Donc, il y a une chance de le voir et c'était un spectacle merveilleux. Donc, je vous encourage évidemment vivement à être derrière votre poste le 15 février à 20h30. Alors, tous les deux, on va évidemment parler de ces deux spectacles, de vidéos qu'on va pouvoir donc découvrir sur la chaîne du théâtre. Mais peut-être qu'avant, moi, j'avais envie de vous demander si vous avez souvenir de votre première rencontre avec Colette. Est-ce que c'était avec les mots de Colette? Est-ce que c'était avec l'image de Colette? Depuis quand elle vous accompagne et quel a été, comme ça, le premier parfum de Colette pour chacun d'entre vous? Je connaissais parce que je l'ai pas étudié, mais je lisais beaucoup. Et puis c'est une histoire que je dis à chaque fois, mais je vais vous la raconter. Ah bah nous, ce sera la première. En vitesse. J'avais un frère de 8 ans de plus que moi qui s'intéressait beaucoup au cinéma, qui a fini agrégé de philo et puis professeur très connu parce que dans son métier, un ami de Michel Foucault. À cette époque-là, il était en cagne à Henri IV et moi je devais avoir 15-16 ans. On était ensemble souvent. Mais à chaque fois, on faisait du théâtre depuis que j'étais petite, et il était assez très bon pédagogue, mais assez cruel. Il me faisait des lectures de la comtesse de Ségur parce que c'est souvent en dialogue, et puis il s'arrêtait au moment où c'était formidable. Et moi, je disais, mais quand tu sauras lire, tu sauras la suite. Et j'ai appris à lire à une vitesse grand V. Donc, cet homme, c'est plus que mon père, Un jour, il voit dans un journal le blé en herbe de Par Autant-Lara, qui cherche une jeune fille. Il dit à ma mère, je vais aller au studio de Boulogne-Billancourt avec cette petite. Voilà. Et puis, je me souviens, il y avait bien 2000 personnes. Lui, il était dans Plotin et il me racontait Plotin. Bon, très bien. Et arrivé devant le grand bureau où il y avait Autant-Lara avec sa casquette, sa femme, 2 grosses personnes, moi paniquée, je n'ai rien dit du tout. Et mon frère leur a parlé à Autant-Lara de ses pièces.
de ce qu'il avait fait, le diable au corps et tout ça, douce, magnifique, etc. Autant Lara était fascinée, bien sûr. Et entre-temps, il dit, voilà, ma sœur a énormément de talent, et mais si vous voulez, c'est tout. Moi, j'ai rien dit. Il m'a dit, tu feras pas le rôle de toute façon, parce que il avait des petits cheveux châtains, minables. Je veux une fille, tu sais, je vais pas mettre de perruque pour le blanc en herbe, donc il faut une nanette avec vraiment les cheveux blancs. Non. Mais tu le feras pas. Mais je te donne une scène, et puis on va faire un petit bout d'essai. Voilà. Alors, on a travaillé tous les deux une scène d'amour de ce blé en herbe. Je suis arrivée, on était une dizaine de couples, de jeunes couples, parce qu'ils cherchaient le garçon aussi. Je suis arrivée devant un petit Alain Delon, charmant, et je me suis mise à pleurer comme une malade, parce qu'il était très mauvais. Alors il me dit, qu'est-ce que t'as? Alors je lui raconte que lui n'est pas bon du tout, alors que mon frère, etc. Et il s'est souvenu de mon frère. Alors il m'a dit cette chose que j'ai bien toute ma vie, je me le suis souvent dite, tu joues pour moi, t'entends, je suis là à la caméra, une grosse caméra, et tu joues pour moi. Alors lui, tu vois lui, c'est pas lui, c'est ton frère, t'entends, c'est ton frère. Alors j'étais fascinée, on m'a mis un petit peu de truc parce que je pleurais. Et j'ai joué exactement comme si c'était avec Gérard. Et puis, j'étais dans les 3 dernières dans Paris Match. Alors, il y avait Nicole Berger qui était très bien d'ailleurs dans le film. Et donc, moi, c'est tout ce que ça m'a dit, quoi. Bon, je faisais du théâtre à la récréation, mais enfin, ça, c'était pas un truc dont je rêvais, quoi. J'avais quand même 14-15 ans. Et là, une lettre à mes parents. Il faut qu'elle fasse le conservatoire, etc. Bon, c'est ce que j'ai fait, finalement. Donc, le blé en herbe, pour en venir à Colette, c'est quelque chose pour moi. C'est quelque chose, Colette. Voilà, c'est un départ. Oui, bah oui. Et puis après, quand j'ai fait l'envers du musical, c'est parce qu'on m'avait demandé un seul en scène, et c'est Marcel Bluval qui m'a dit, tu devrais faire ça, parce que il y a plein de petits personnages, et ça m'a rappelé un peu exercice de style, où on faisait, mais on était à 3, où on faisait aussi plein de petits personnages. C'est un bonheur pour un comédien de théâtre. Ah bah oui, là, évidemment, vous pouvez tout imaginer, nous faire vivre plein de situations, prendre différents accents, différentes allures. C'est ça. C'est merveilleux. C'est très savoureux à faire. Oui. Et vous alors, Frédéric, votre rencontre avec Colette? Ma rencontre est plus anodine quand même. C'était pas avec Alain Delon. Et non, pas d'Alain Delon dans les parages. J'avais 13 ans, c'était dans une bibliothèque municipale de banlieue parisienne. Je lisais beaucoup comme Daniel, et un jour, par hasard véritablement, j'ai emprunté un roman. Il s'agissait de La Vagabonde, dans une édition de poche que j'ai encore sous les yeux, avec un beau pastel de femme avec un turban autour de la tête. Et j'ai découvert ce texte et ça a été un coup de foudre véritablement, une révélation, mais un coup de foudre presque au sens amoureux. J'ai tout aimé dans le roman, le regard porté sur les êtres, sur ce monde du théâtre, ce regard porté sur elle-même, puisque dans le roman, il y a beaucoup de scènes où la comédienne se retrouve seule chez elle ou dans sa loge et s'observe dans le miroir, mais aussi cette écriture tout à fait extraordinaire. À l'époque, j'ai cherché à en parler autour de moi, comme on peut faire quand on est adolescent. Et là, j'ai senti une forme d'indifférence, sinon de mépris. J'avais une passion à l'époque pour René Char, et on trouvait que c'était beaucoup plus honorable que de lire Colette. Et sans doute parce que j'étais jeune et adolescent, ça a fait naître en moi un sentiment d'injustice ou de révolte. Comment ce texte tout à fait extraordinaire, cette écriture à nul autre pareil, vous ne voyez pas que c'est génial, et ça m'a donné envie de lire d'autres livres sur Colette, puis des livres sur Colette. J'ai appris qu'il y avait une société des amis de Colette quelque part dans un coin reculé de Bourgogne à Saint-Sauveur-en-Puisaye. J'ai rencontré d'autres passionnés. De fil en aiguille, je suis devenu enseignant, peut-être parce que j'étais amoureux de la littérature. J'ai enseigné Colette à mes élèves, on m'a demandé d'écrire sur Colette. Et puis, chemin faisant, je suis devenu secrétaire général, président de la Société des Amis de Colette. Un jour, la maison natale a été en vente. Je me suis dit, on ne peut pas manquer cette opportunité de sauver ce lieu qui a été fondamental à la fois dans la vie et dans l'œuvre de Colette. Je me suis battu pour qu'on sauve cette maison avec d'autres.
Et cette maison, je la dirige maintenant. Donc, vous voyez, depuis maintenant 35 ans, je vis une vie extrêmement riche avec Colette à distance. Donc Colette, qui est à l'origine de vos deux vocations, d'une certaine façon. Un peu, oui, mais dès quel âge quand vous aviez lu? Quand j'ai découvert Colette, j'avais 13 ans. Mais Colette c'était l'adolescence, oui, aussi. c'est ça. Oui. Colette a souvent accompagné des débuts, et singulièrement des débuts de comédienne d'ailleurs. Danielle Delorme a débuté sa carrière dans Gigi de Jacqueline Audry. Audrey Hepburn a démarré sa carrière en jouant Gigi également, cette fois-ci aux États-Unis. C'est vraiment une autrice qui a souvent porté chance aux comédiennes, peut-être parce que elle-même avait été comédienne, on en reparlera, et parce qu'elle portait sur le monde du théâtre, sur le monde des comédiens et des comédiennes, un regard plein de tendresse à l'égard. Oui, et puis peut-être si on pense aux comédiennes aussi, cette audace qui fait peut-être aussi sortir de la comédienne en herbe des choses particulières. Il y a quelque chose de très savoureux. Évidemment dans l'écriture, mais aussi dans la vie, dans le personnage. Enfin, c'est une figure. Dès qu'on connaît un tout petit peu Colette, on a envie de continuer. C'est un auteur magique. Pas uniquement pour les comédiens et les comédiennes d'ailleurs, ni pour les féministes non plus, parce que mais ça, c'est une question, en tant que femme, elle était féministe, tout à fait. Mais je pense qu'elle disait elle-même qu'elle ne l'était pas, quoi. Ça suffisait. Elle faisait beaucoup pour les femmes. Elle a beaucoup fait pour les femmes. Mais donc, ça suffisait d'exister, c'est tout. Véronique Vella et Juliette le disaient très bien dans la causerie. À quel point le fait d'être au monde, d'être au monde sans entrave, c'est déjà un acte révolutionnaire et engagé en soi. Et c'est pour ça que Colette a inspiré beaucoup de femmes extrêmement différentes. Certaines sont devenues féministes. Simone de Beauvoir, on raconte que dans le deuxième sexe, Colette est l'autrice la plus citée par Simone de Beauvoir, mais elle a aussi inspiré, en tout cas a été comparée à Françoise Sagan au moment où Bonjour Tristesse sortait. Oui, donc elle a inspiré, je pense, des destins extrêmement variés, parce que le grand charme de l'œuvre de Colette, c'est justement le fait de ne pas être enfermé dans une idéologie, féministe ou pas féministe, mais d'être sensible au réel tel que elle l'a eu en fait sous les yeux. Donc elle a vu les femmes au pluriel, des destins de femmes, des âges de femmes, et elle a cherché à décrire toutes ces femmes-là pendant un demi-siècle. Quand on y réfléchit, elle commence avec le personnage de Claudine, la petite adolescente, et elle termine en se mettant elle-même en scène dans le fanal bleu, âgée, malade, impotente, et entre-temps, on a eu la femme de 30 ans, la femme de 40 ans, la femme de 50 ans. Elle a vieilli en même temps. Elle n'a jamais fait son autobiographie. Non, c'était pas la peine. Est-ce que son œuvre elle-même n'est pas bien sûr, dit déjà, ça, voilà, exactement. C'est une œuvre vraiment qu'on ne peut pas séparer de la vie. C'est une œuvre qui se nourrit de la vie, mais qui en même temps a un enjeu assez fou, c'est celui de changer la vie. C'est-à-dire que Colette se transforme elle-même à travers ses personnages. On voit dans La Vagabonde, elle se met en scène à travers le personnage de René Néré. C'est quelle année La Vagabonde ? 1910. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment à ce moment-là une marginale dans la littérature, une femme de lettres qui a mal tourné. Elle était journaliste. Là. Elle va débuter le journalisme quelques mois après, au mois de décembre 1910 au matin, mais à l'époque, il faut vous imaginer qu'elle est divorcée. Elle vit avec une femme qui a fait le choix de s'habiller en homme. Elle fait du music-hall. Et elle fait du music-hall de façon extrêmement courageuse, engagée, montrant sa peau, parfois même un sein, parfois même les deux. Elle joue aux côtés de sa compagne. Elle a vraiment à l'époque... c'est Missy, sa compagne. Elle vit vraiment à l'époque une vie de marginale, en quelque sorte. Et elle va, malgré tout, conquérir le public, et une partie du jury Goncourt, d'ailleurs, qui va sélectionner le roman, avec ce roman où elle se met elle-même en scène. Mais je crois que cette héroïne qui se regarde face au miroir, qui est face à son miroir, qui cherche à deviner dans son reflet la femme qu'elle va devenir, c'est ce que Colette a fait toute sa vie. Elle se met en scène dans ses romans, et ses romans lui tendent un reflet qui est une projection d'elle-même. Et c'est comme ça que Colette n'a eu de cesse, elle le dit elle-même, l'important c'est de changer, renaître, faire peau neuve. Ça n'a jamais été au-dessus de mes forces. Mais c'est vrai qu'on la découvre tout le temps, à chaque fois. En fait, Simone de Beauvoir, c'était un peu après, parce que la femme libre, pour tout le monde, c'est Colette. Elle faisait ce qu'elle voulait, c'est tout. C'est une volonté, et pas, en plus, que j'apprécie, moi, c'était pas violent.
elle se disait, je suis comme ça. C'était un peu comme le poème de Queneau, je suis comme je suis. Donc elle écrivait, tant mieux, et elle faisait du musical, tant mieux, et si vous n'êtes pas content, ça n'est pas grave, mais c'était pas violent. Et ça que j'apprécie beaucoup chez elle. C'est qui fait sa poésie d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je veux faire ce que je veux. Elle Ouais. le dit, elle a 30 ans et elle l'a réussi. Ouais. Hein, je suis au monde, il va falloir que le monde fasse avec. Avec le fait que Oui, je mais sois comme là. si elle est arrivée à ce point-là, c'est qu'elle avait vraiment beaucoup de talent d'écriture. Sans ça, Oui, on une n'en force parlerait intérieure plus. aussi, je crois beaucoup. De sa hein. vie, on n'en parlerait plus. Non, c'est sûr. Elle a été un personnage public très tôt, hein, Oui, malgré mais bien ça, malgré elle, avec les Oui, avec copines. Willy. Oui, Voilà. mais ça Ouais. s'oublie. Ça. Ah, ça s'oublie, c'est sûr. Si elle D'ailleurs, n'avait toutes pas eu les- ce talent, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Exactement, toutes les héroïnes qu'elle a connues dans les années 1900, notamment toutes ces cocottes ou ces horizontales, les Cléo de Mérotte, les Liane de Pougy, elles ont été emportées par la Oui, Première tout à Guerre fait mondiale. oublié, Colette, ouais. elle a survécu parce qu'elle a su se transformer et qu'elle a fait de l'écriture et de la création le lieu et l'instrument de cette transformation. Ouais. Je ne sais pas si elle s'en rendait compte. Mais enfin, je crois qu'elle écrivait par plaisir. Bah, en tout cas, oui, c'est venu au départ de Willy, et puis ensuite, elle a sacrément eu le virus en elle, et elle avait plus besoin de personne. Alors, il faut jamais oublier une chose pour Colette qui est très importante, Ouais. c'est qu'à la différence des grands auteurs de la première moitié du XXe siècle, essentiellement masculins, il faut le dire, on évoquait ensemble Marcel Proust tout à l'heure, mais on aurait pu parler d'André Gide, de Paul Claudel, ou d'autres qu'on lit moins, comme Martin Dugard ou comme Duhamel. C'était des gens qui avaient une certaine fortune personnelle. Et donc, le fait d'écrire ou de créer était une activité qui n'était pas nécessaire à leur subsistance. Ça ne veut pas dire qu'elle était seconde ni anecdotique, mais elle n'était pas nécessaire. Pour Colette, il fallait gagner sa vie parce qu'elle n'avait pas le soutien de sa famille, elle n'avait rien retiré des ventes Willy des n'avait livres, rien. Willy n'avait rien, c'est Marie n'avait Et c'est pas Willy grand-chose. qui l'a poussée à faire du musical. Ça, je sais pas, mais Plus enfin, ou en tout moins. cas, elle en a eu besoin de faire du Ouais. musical pour gagner sa vie, et elle avait besoin d'écrire pour gagner sa vie. Donc, il y a toujours chez Colette ce mélange entre la nécessité, une difficulté à écrire qui est certaine, qu'on trouve dans les lettres, et en même temps, on ne peut pas imaginer qu'elle n'ait pas trouvé dans cet acte d'écriture une forme d'accomplissement, même s'il est dans la douleur. On Elle peut le dit toujours très quand bien. même journaliste, elle l'a fait aussi pour gagner sa vie. Oui, elle l'a fait aussi, mais on sent dans les textes, quand elle décrit le procès de Landru ou quand elle participe à un match de boxe, qu'elle suit une étape du Tour de France, on sent une vraie gourmandise face à la réalité, Oui, face à la exact. vie, et qu'elle retranscrit dans ses textes. Ouais. Alors, on a parlé de La Vagabonde, c'est 3 ans après l'envers du musical. Vous l'avez un tout petit peu dit, Daniel, mais c'est vrai, c'est une galerie de portraits avec ses histoires. Ouais, Vous moi, avez j'aime donc, bien, par exemple, quand elle fait parler presque tous les personnages. Et quelquefois, elle dit je, puisqu'on sent bien qu'elle est dans cet univers. Et une fois, elle finit par faire parler le chien. Ça, c'est très émouvant parce que on sait qu'elle était très proche des animaux. Elle avait une tendresse quand même pour l'animal, mais on s'attend pas à ça. Elle décrit d'une façon extraordinaire ce lévrier. Alors on est là, ou on le lit, ou on l'écoute. Oui, bon, d'accord, c'est très beau. Ça c'est très beau. Oh, c'est un beau chien, etc. Ton lévrier, il doit être très con. Et tout d'un coup, la chienne lui dit, tu m'as acheté parce que je suis belle. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai envie quand même, c'est tout. Tout d'un coup, elle fait parler la chienne à la fin de ça. C'est superbe. Et je crois que c'est pas un hasard parce que l'œuvre de Colette est une œuvre, on ne le dit pas assez, qui est essentiellement pessimiste. Quand Colette parle d'amour et des relations humaines, ça se finit la plupart du temps extrêmement mal. Pensez à Chéri qui finit par se suicider, Alain dans Duo qui se suicide également, des départs, des suicides, des morts. Donc sur les relations humaines et notamment les relations hommes-femmes, il y a une sorte de guerre des sexes qui finit quand même souvent assez mal. Des échecs. Des échecs. Mais il y a dans toute l'œuvre 2 types de personnages qui échappent à ce pessimisme. Ce sont les bêtes et les artistes de musical. Ouais. Parce que, aux yeux de Colette, l'un et l'autre, de façon assez différente, mais incarnent une forme d'innocence et de pureté. Et c'est cette pureté qu'elle trouve en fait dans ces petits artistes du musical Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tendresse. Il y a énormément de tendresse. Et ça, je dois dire, il faut ne vraiment pas manquer. Ah oui, le 15 février, c'est clair, c'est merveilleux. Pour ceux qui oui, n'ont pas bien sûr. vu, parce que c'est une
des plus belles adaptations de l'œuvre que j'ai vues. Non seulement l'interprétation de Daniel est magistrale, parce que vous voyez apparaître le personnage. Moi, j'ai encore dans l'oreille et sous les yeux la petite, l'haltérophile jeune voix. Là, je l'ai encore dans l'oreille. On voit, c'est ça cette magie, c'est hop, elle sort, elle rentre, mais elle est tout de suite le personnage. Et moi, c'est les ailes. Voilà. Mais il y a aussi le travail qui a été fait sur le texte. Parce que souvent, les textes de Colette sont quand même des textes très écrits. Et parfois, quand on les passe à la scène, ça peut paraître, ça peut créer une distance d'une certaine façon. Et là, daté, le travail qui a été fait de coupure ici et là, et a été fait avec un soin de dentelier ou de dentelière, je ne sais pas. Voilà. Et c'est admirable. Et c'est vraiment, je n'ai jamais entendu ces textes. Et ce qui est extraordinaire, quand on a la chance d'avoir des textes lus par de grandes comédiennes comme Daniel Elbin, de grands comédiens de façon générale, c'est que on réentend les textes. Moi, ce texte, je l'ai lu plusieurs fois, mais je l'entendais pour la première fois. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut... ne manquez surtout pas cette soirée, notez-le, enregistrez sur votre smartphone. C'est Marcel qui m'avait dit, c'est pour toi. Parce que depuis exercice de style, j'aime bien me transformer rapidement, faire des tas de choses comme un arlequin, c'est un arlequin d'ailleurs, c'est tout plein de couleurs. Et il m'a dit, tiens, tu devrais relire ça. Et puis, moi, j'étais évidemment éblouie, je l'avais lu il y a très très longtemps. Je dis, oui, t'as raison, mais dis donc, il y a des tas de choses à couper parce que on peut pas tout faire. C'est 1 heure et quart. Et puis quand même, il y a des trucs qui sont un peu datés. Il a arrangé ça. Voilà, et ça passe pour le théâtre, ça passe très bien. C'est merveilleux. Et avec, vous dites arlequin, mais finalement, vous quittez pas votre tenue, à peine un chapeau qu'on met ou qu'on enlève, une chaise, un escabeau, tout est là, en fait. C'est lui qui a inventé tout ça, oui. Mais c'est ça, il y a aussi vous, Daniel. L'incarnation. Quand vous êtes venu le lire à Saint-Sauveur, je me souviens, vous tourniez les pages. Et de façon ostensible, quand on changeait de personnage, évidemment. La page était tournée et vous-même, vous aviez déjà changé. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Faut aller vite. Il y a Gitanette, le comique, le jeune premier. C'est drôle que vous parliez de Gitanette, parce que je pensais à la lecture qu'en a donnée Véronique Vella pendant la soirée. Et moi, j'étais vraiment en proximité avec elle, puisqu'elle était à 1 mètre sur le plateau. Et à un moment, elle était Gitanette. C'est-à-dire la fin du texte. Quand elle est abandonnée, qu'elle confie et qu'elle dit il va falloir quand même continuer à vivre. C'est très émouvant. C'est très beau. Eh bien, elle avait les larmes aux yeux, elle était là, elle était Gitanette, elle était à côté de moi. Et ça, je trouve que quand on a la chance de pouvoir travailler avec des grands comédiens, c'est formidable parce que les textes revivent, ont une vie extraordinaire. Et en plus, c'est tellement juste comment c'est écrit, parce qu'elle essaye de l'aider, mais le temps va passer, ça ira. Non. Elle dit simplement non, c'est fini. Très très beau. Voilà, typiquement Gitanette, c'est un des chefs-d'œuvre de Colette, méconnu par le grand public, qui connaît peut-être Le Blé en herbe qu'on évoquait, peut-être Les Claudines, peut-être Chérie, peut-être Gigi, mais L'Envers du musical est un texte qui n'est pas connu, et dedans il y a vraiment des pépites, et parmi ces pépites, c'est vrai que Gitanette est un texte tout à fait une manière de chef-d'œuvre. Et dans ces récits aussi, j'imagine, est-ce qu'il y a des choses qui, l'époque évidemment a changé, mais c'est tourné, c'est loge, quelque chose qui vous est... Par exemple, dans le tram qui les ramène la nuit chez eux, et les discussions, et puis on est, comme elle dit, l'excitation, qu'on est après un spectacle, on est très excité, c'est longtemps après que ça retombe. On est excité avant, mais pas pareil. Là, une espèce de liberté, on dit des conneries. Et là, dans ce petit texte, justement, et où il raconte, et puis il y a un soldat, alors on le regarde, elle raconte tout ça, comment on le regarde, le petit garçon parce que tous les soldats étaient au front, donc ceux qui jouaient les jeunes premiers, ils n'avaient plus 20 ans, ils avaient 15 ans. Et puis lui dit non, mais il faut que j'apprenne mon texte. On retrouve des choses de maintenant, quoi. Alors évidemment, ça c'est le dernier texte, c'est avant la guerre de 14. C'est pendant la guerre de 14, c'est la grosse Bertha.
Quand vous disiez, Frédéric, que les bêtes, comme les comédiens, étaient des personnages qui n'étaient pas dans peut-être aussi cette noirceur qui touchait notamment les relations amoureuses, est-ce que aussi cette période du musical, c'est finalement une période heureuse pour Colette ? Sans doute, ça a été, elle le dit, elle dit quand elle va quitter le musical parce qu'elle a débuté en tant que journaliste, parce qu'elle s'est mariée, parce qu'elle est enceinte et elle va bientôt avoir un enfant, elle dit qu'elle abandonnait les plus belles heures de sa vie. Il est certain que pendant ces années-là, c'est-à-dire de 1906, puisqu'elle débute sur scène, elle a débuté un peu avant, mais sur scène au mois de février 1906, jusqu'à 1912, il y a encore une date en 1913, elle a quitté la scène, au moment où sa fille venait au monde. Elle a vécu là une vie extrêmement pleine, satisfaisante. Elle a adoré la vie des tournées, elle a adoré l'envers de ce que les autres voient, l'endroit, c'est-à-dire l'envers du musical. Elle a adoré connaître ces êtres, les côtoyer. Elle a essayé de leur rendre hommage. C'est une sorte, l'envers du musical, c'est une sorte de tombeau au sens littéraire du terme. Elle laisse une trace de tous ces anonymes dont les noms ont totalement disparu. Même aujourd'hui, quand on prend des programmes de musical, il y avait des programmes absolument insensés, mais tous ces petits artistes ont disparu. Mais grâce à Colette, elle a fixé pour l'éternité certains portraits. Je crois qu'elle se sentait redevable à l'égard de ces artistes et de ce monde qu'elle a côtoyé. Puis c'était tellement différent de ce qu'elle avait vécu, soit de son enfance, soit avec Willy. C'était tellement différent, c'était plus du tout pareil. Il faut dire aussi quand même à ceux qui nous regardent ce qu'elle faisait. Elle se confrontait à la réalité. Colette sur scène. Comment elle était sur scène? C'était du mimodrame? Alors déjà, il faut expliquer qu'elle a fait le choix sans doute un peu imposé du mimodrame. Il faut rappeler aux auditeurs, nous pourrons ensuite aller écouter la voix de Colette, que Colette avait un fort accent bourguignon, qu'elle avait les R qui roulaient beaucoup. On peut penser quand même, elle n'aurait pas été la première ni la dernière comédienne à effacer l'accent, mais enfin, qu'elle avait du mal. Jouer Racine peut-être. Voilà. Donc Pierre-Louis disait, après l'avoir entendu avec Eva Palmer, que c'était un mélange entre Mark Twain et Léon Tolstoï, pour vous donner à peu près l'idée. Donc, très vite, elle a compris que la comédie, ou en tout cas le texte, n'était pas pour elle. En revanche, le mimodrame, qui connaissait un grand renouveau à ce moment-là, grâce à celui qui va devenir et son professeur et son camarade Georges Vague, l'intéressait beaucoup. Donc le mimodrame, il s'agit donc d'exprimer une action ou des sentiments sans recours à la parole, uniquement par l'expression corporelle et l'expression du visage. Et Georges Vague, qui était un héritier de Bureau au XIXe siècle, va renouveler cet art en disant: il ne faut pas que ça soit codifié, parce que c'était un art extrêmement codifié. On voit ça beaucoup dans la danse classique encore aujourd'hui. Un geste signifie un sentiment. La danse baroque qui revient. Ça suppose d'avoir des codes. Et lui, il dit non, il faut casser les codes, il faut vraiment que l'expression soit en lien avec ce que l'artiste ressent véritablement. Et pour Colette, qui s'était exercée corporellement, elle avait une salle de gymnastique, elle faisait de la boxe, elle a trouvé dans cet art du mimodrame une forme qui lui convenait et dans laquelle elle a pu s'exprimer et probablement se libérer et s'émanciper de beaucoup d'entraves, notamment des entraves corporelles, puisque dès ses débuts, lorsqu'en 1906, elle incarne le faune dans Le désir, l'amour et la chimère, elle fait un choix assez audacieux. Elle abandonne le maillot de couleur chair, donc on voit sa peau sur scène, et elle est toute nue. On lui voit tout à ma tante, disait une de ses nièces, et en fait, on voit sur les photographies, c'est très intéressant. Dans les premières années où elle est avec Willy, on voit une femme qui a souvent le regard un peu baissé, les traits tirés. Et là, le corps se redresse. Voilà, il y a une dépression. Et là, le corps se redresse. Le regard affronte l'objectif, affronte sans doute de façon un peu crâne le spectateur. Et elle se libère. Elle le dit en 1907 dans La retraite sentimentale, qui vient clore le cycle des Claudines. Moi, c'est mon corps qui pense. Mais c'est le public qui l'a aidé. Et le public l'a aidé. Alors, il n'était pas facile. Apparemment, le public du musical n'était pas facile. Sans doute. Mais il y avait la musique aussi. Il y avait la musique, il y avait plein de spectacles, parce qu'elle raconte dans l'envers du musical. C'était le café-concert. C'est ça. Il y avait le mimodrame de Colette qu'on attendait, mais il y avait aussi les girls, il y avait les haltérophiles, il y avait les numéros de chiens, les numéros un peu plus dangereux. Enfin, c'était ce milieu-là. Aujourd'hui qu'on connaît dans le cirque un peu contemporain, et qui était l'univers du musical de ces années-là, et qui a vraiment enthousiasmé Colette, et qui a correspondu, il faut le dire, à un profond renouvellement de son style aussi. Quand vous lisez Les Vrilles de la Vigne en 1908, qu'elle écrit au programme du bac, qu'elle écrit quand elle est
route, en fait, hein, quand elle est comédienne, on voit que c'est un style corporel, très sensuel, très chargé presque en adjectifs, en mots précieux, oui, d'une très grande sensualité. Et ça, je crois qu'il faut un recueil de nouvelles, il faut le mettre en lien avec l'exercice de la scène. Elle ne fait pas que s'inspirer de la scène. Je pense que l'exercice de la scène, l'exercice corporel notamment du mimeodrame, l'amène à transformer considérablement son rapport à elle-même, à son corps, son rapport au monde et aux autres. Et ça se transcrit dans l'écriture de Colette à ce moment-là. Oui. Parce que c'est passé de mode très vite, après la guerre de 14 surtout. Mais de ce qu'elle a vécu, elle s'en souvient. Et après, elle s'adapte et elle aime beaucoup le cinéma. C'est incroyable parce que ça, c'est très, très ancien. Ça n'existe plus. Dans 1925, c'est fini. Ils ont tout oublié, cette période. C'était d'autres choses. Et tout d'un coup, le cinéma arrive et ça l'intéresse. Ah oui, c'est cette force qu'elle a. C'est toujours pareil. Toujours se remettre en question aussi. Elle s'adapte à ça. Elle change. Elle change. Oui. Et d'ailleurs, son rapport à la Comédie Française, on est ici à la Comédie Française. Colette et le français, Colette au français. Faut demander à Agathe. Elle a beaucoup côtoyé la Comédie Française quand elle s'est installée au Palais Royal, notamment au premier étage. Donc ça, c'est 1938. Elle va évidemment peu en profiter, puisque quand elle s'installe en 1938, non seulement il va y avoir évidemment la guerre, mais surtout, elle va faire face à des problèmes d'arthrose qui vont très vite l'handicaper. Donc se déplacer et déplacer Colette devient véritablement compliqué. Mais on le sait, Colette, non seulement a bien connu les comédiens du français, elle a été amie avec plusieurs d'entre eux, elle a été amie avec certains, comment vous dites ici, secrétaires, chefs de la Comédie Française, le Éric Ruff de l'époque, administrateur, voilà. Donc par exemple, elle voulait vraiment que Chéri rentre au répertoire. Donc on sait qu'elle a fait assaut de démarches auprès d'Émile Fabre et surtout ensuite auprès de son grand ami Édouard Bourdet, mais qui n'est pas resté lui-même assez longtemps. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que Colette a été critique dramatique. Elle a écrit de la critique de théâtre très tôt, dès 1917 d'abord dans l'Éclair, donc pendant la guerre, puis ensuite à partir de 18, elle a pris la chronique dramatique au matin, et elle va surtout ensuite, dans les années 30, prendre la critique dramatique au journal, et c'est ce qui va donner La Jumelle Noire. Donc là, pendant 4-5 ans, elle va suivre tous les spectacles, y compris évidemment ceux du théâtre français, dit-on à l'époque, et on voit passer dans les textes de Colette beaucoup de comédiens qui étaient promis à une très grande carrière. Colette adorait principalement les comédiens débutants. Elle avait cet art de repérer chez les jeunes gens ce qui allait advenir. Même dans leur maladresse, et les textes sont très jolis, elle voit Jean-Louis Barrault et elle dit que dans la maladresse de ses gestes, il y a déjà du génie. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à naître. Elle voit comme ça les débuts de Rému, Barrault, Madeleine Renaud, Michel Simon, qu'elle voit. Et quand elle a été au Music Hall, les mondes étaient quand même assez poreux. Elle a vu beaucoup de comédiens. Elle sort beaucoup quand même, puisqu'elle a été au cinéma. Oui. Elle aime beaucoup ça. Et le cinéma, elle s'y intéressait très tôt. Je ne sais pas si elle devait y aller aussi au Palais Royal. Oui, elle allait quand elle était critique dramatique, elle allait dans tous les théâtres. Elle allait au concours du conservatoire, ça, elle adorait ça. Donc il y a beaucoup d'articles sur les concours du conservatoire. Donc elle a été très très attentive, même après avoir quitté le monde du music hall, très attentive ensuite aux comédiens et aux comédiennes, que ce soit dans le monde du théâtre ou, comme le rappelait Daniel, dans le monde du cinéma, parce qu'on ne le dit pas assez. Il y a un très joli livre qui est paru sur ce sujet l'année dernière par Paola Palma. Colette est une des premières écrivaine à s'être intéressée au cinéma. Les premières critiques cinématographiques de Colette datent de 1917. Très tôt, les textes de Colette sont adaptés, elle s'intéresse à l'adaptation, elle-même va écrire des adaptations, parfois des scénarios originaux, parfois des dialogues, et elle va s'intéresser au théâtre et aux comédiens et comédiennes de théâtre. Et de cinéma. Ouais. Alors, ce lundi au Vieux-Co, qui est donc disponible sur la chaîne YouTube de la Comédie Française, vous l'aviez intitulé « Colette, c'est inconnu ».
Alors, c'est pas moi. C'est pas vous. Parce que je me disais quelle est la part encore de mystère. On a l'impression qu'on connaît plein de choses. Elle-même a tellement écrit et de choses aussi très autobiographiques. Qui a dit? Alors, qui alors? On va chercher le coupable. J'ai commencé la soirée en disant que c'était gonflé d'appeler le spectacle Colette Saint-Inconnu en année de 150e anniversaire, où on a quand même beaucoup parlé de Colette. On continue de parler d'elle. Voilà. Donc, mais j'ai pris ça pour les comme une débutants, provocation. justement. Alors, oui, peut-être pour les lycéens et lycéennes, peut-être qu'elle est, pour une génération, elle est peut-être une inconnue. Ça, Qui vrai. sait? Oui. Et c'est quand même en lien, je l'ai pris en tout cas comme ça, avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Daniel, c'est-à-dire que, est-ce qu'on la connaît vraiment? Est-ce qu'on n'est pas resté à quelques images qui sont peut-être des images d'Épinal? On parlait de Colette avec son sein nu, de Colette avec Missy, de Colette en Claudine. Voilà, on a quelques images comme ça, mais l'œuvre, parce qu'on parle quand même d'une œuvre qui, sur un demi-siècle, de 1900 donc à 54, l'année de sa mort, c'est une 60aine de volumes. Sur ces 60aine de volumes, il y a assez peu de romans, 13 romans. Sur ces 13 romans, on en connaît véritablement, allez, 4 ou 5 si je suis vraiment très généreux. Alors le reste, le reste, ce sont tous ces textes qu'on a du mal à classer aujourd'hui dans des cases, car Colette n'aime pas vraiment les cas, elle échappe. Donc ce sont tous ces recueils de textes courts, comme l'Envers du musical. L'Envers du musical, ça n'a pas de nom en littérature. C'est un recueil, ce ne sont pas vraiment des nouvelles, ce sont des portraits, des impressions, et vous avez comme ça beaucoup de recueils. On m'a demandé il y a comme un carnet de croquis un peu. Oui, c'est ça, ou comme des choses vues, comme des choses vues, comme dirait Victor Hugo. Il y a beaucoup de textes. On m'a demandé là des textes pour un atelier d'écriture et j'ai donné des textes de Voyage égoïste. Je suppose que la plupart des auditeurs ne connaissent pas Voyage égoïste. C'est un recueil absolument extraordinaire de textes que Colette avait d'abord publiés dans la presse, puis retravaillés pour reprendre en volume. Et ce sont des textes d'une perfection formelle tout à fait extraordinaire. Moi, il y a un recueil que j'aime beaucoup qui s'appelle La femme cachée, qui a été publié en 1924. La femme cachée, c'est vraiment des bijoux. D'orfèvrerie, cet été, on a Béatrice Agenin qui était venue lire ces textes-là. Je vous assure, c'est d'une précision et d'une beauté esthétique extraordinaire. Les épreuves, les brouillons, quand vous dites que c'est l'orfèvrerie, est-ce qu'il y a, elle repasse, passe et repasse comme ça sur ces pages? Ça vaut les paperoles et de Balzac et de Proust, c'est-à-dire que c'est un travail incessant. D'abord extrêmement difficile, vous le voyez sur ces manuscrits, des ratures, des écrire dans la douleur. Oui, elle le dit. Toutes les lettres, quand on lit la correspondance de Colette, notamment à sa grande amie, la comédienne Marguerite Moreno, on voit qu'elle souffre. Pour chaque texte qu'elle doit écrire, elle souffre. Et il faut savoir que Colette était extrêmement exigeante. Donc elle détruisait beaucoup. Elle était capable de travailler pendant 2-3 mois, d'avoir écrit 60 pages, et elle va détruire les 60 pages parce qu'elle trouve que ce n'est pas à la hauteur. Elle qu'on dit très indifférente, finalement, elle est très exigeante par rapport à ce qu'elle produit dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'un article, d'un roman, d'une publicité par exemple. Elle est extrêmement exigeante et c'est extrêmement difficile. Et parfois, vous avez des textes que Colette a retravaillés toute sa vie. On évoquait Lévry de Lavigne qui est au programme du baccalauréat. Le recueil paraît en 1908 et Colette va le remanier jusqu'en 1934. Elle va ôter des textes, en reprendre. Lequel est édité alors? Là, ils ont la version 34, oui, la dernière version. Par exemple, parce que dans la version 34, on a un texte très très beau qui s'appelle Maquillage, qui s'inspire de l'expérience de marchande de produits de beauté, comme elle disait, d'esthéticienne, comme oui, de trucs à se foutre sur la gueule, disait-elle. Oui. Et c'est incroyable d'ailleurs qu'elle ait fait ça. Qu'elle ait fait ça, oui. Mais c'est drôle aussi parce que là encore, on lui reproche. Il y a un très très beau texte qui s'appelle Avatar qu'elle publie dans Vogue. Elle dit mais j'étais vaguement écrivaine sous le nom de Willy. Je me suis lancée sur scène. Vous me reprochiez d'être une femme de lettres qui a mal tourné. D'ailleurs, c'était même pas une scène, c'était des tréteaux. Ensuite, j'ai abandonné, j'ai fait du journalisme. Ah là là, quelle horreur, la mort de la romancière. Et voilà que maintenant, je fais du commerce. Oh, comment madame, vous qui, vous que. Voilà qu'à l'âge où certains s'arrêtent, j'entends continuer, mon cas est grave. Voilà. Oui, c'est l'époque, ça vraiment. Il ne fallait pas enfermer Colette dans une case. Elle a fait ce qu'elle voulait, encore une fois... délicatement. Elle n'avait pas de colère, on ne lui connaît pas de colère épouvantable contre quelqu'un, ou alors c'était en privé.
mais elle n'a jamais écrit des choses revendiquées. Elle n'a jamais revendiqué. Un peu contre Non. Willy. Elle s'est parfois servie. Non, parce qu'elle écrivait pendant ce temps-là. Oui. Elle s'est vengée. Elle s'est Disons un peu que quand même. Un peu elle vengée. avait. Mais Oui. c'est toujours Ouais, cette c'est vengée idée. après, si on Ouais, veut. c'est ça. Ouais. La littérature, ça c'est une autre romancière qui l'a dit, mais la littérature venge la vie, d'une certaine façon. Et donc, certains de ses romans ont servi à se venger au sens de transformer les choses. Donc, quand elle a publié Mes apprentissages en 1936, sous-titré Ce que Claudine n'a pas dit, donc entendez ce que je n'ai pas pu dire quand j'étais avec Willy, mais c'est un assassinat littéraire de première, c'est-à-dire que quand Willy existait au début du siècle, Sacha Guitry disait que en dehors de Dieu et de Dreyfus, personne n'était aussi célèbre que lui. Aujourd'hui, personne ne lit plus un ouvrage de Willy. Henri Gauthier là. C'est assez mauvais par ailleurs. C'est un personnage aussi. Voilà, c'est un personnage, mais on a complètement oublié l'importance du personnage. Pour nous, c'est juste le premier mari de Colette qui Et a celui abusé qui l'a- d'elle. Oui, et puis c'est lui qui l'a fait découvrir un peu, qui l'a poussé un peu. Oui, mais ça, c'est toute la version qu'elle donne dans Mes apprentissages est suspecte. C'est-à-dire qu'elle dit il m'enfermait pour écrire. Elle sous-entend que parfois il la battait quand ça n'allait pas assez vite. Or, quand on Elle était regarde. très jeune en plus. Elle était. Ils avaient oui, mais 15 pas ans si d'écart. jeune. Si, elle avait 20, Quand- plus de 20 ans. Mais quand elle a 20 ans quand elle Oui. épouse, mais quand Claudine 20 à ans. l'école paraît, elle a 27 ans. Elle n'est plus tout à fait une jeune Et, fille. à ce ça moment-là. déprime, c'était quand C'est dans les années 1895, peu de temps après le Quand mariage même, en elle a une réalité. grosse déprime. Là. Parce Ouais. que elle épouse Willy, elle est persuadée que sa beauté, que son âge, que son intelligence, en fait, font d'elle celle qui va dominer, en quelque sorte, qui va mener Willy. Et en fait, elle découvre dès les premiers mois du mariage C'est un qu'il la trompe. dictateur. Il la Et trompe. puis qu'il la trompe, surtout. Ouais. Oui. Il la trompe, il a gardé toutes les maîtresses Elle, qu'elle elle avait l'a vraiment avant. aimé. Elle l'a vraiment aimé, elle l'a vraiment aimé, elle l'a vraiment désiré. Pas du tout l'image qu'on donne aujourd'hui. C'est vrai que quand on voit Willy sur les Il y avait une photographies, sacrée différence d'âge. il y avait presque 17 ans, 14 ans, pardon. Donc oui, il y a une différence d'âge, le physique, le ventre bombé, le front Oui, dégarni. Là Il aussi, ressemblait à la d'époque. reine Victoria Il est des bien Colette d'époque. dans Mes apprentissages. Mais c'était un homme extrêmement drôle, extrêmement cultivé, brillant, qui côtoyait le monde entier. Ça a été faut imaginer quand même que pour Colette, venue à ce moment-là, elle avait quitté Saint-Sauveur-en-Puisaye, elle se trouvait dans le Loiret, dans une petite ville. Elle se disait, mais je vais mourir, je vais crever dans ce trou. Moi, j'ai pas d'argent, je vais devenir institutrice, rentrée religieuse. Il arrive, il l'emmène à Paris, lui ouvre tous les salons, les théâtres, les concerts. Ça a été une chance extraordinaire pour elle. Alors, il a abusé de la situation, mais il faut quand même se souvenir qu'on parle d'un temps où non seulement les femmes n'avaient pas le droit de vote, ça c'est sûr, mais ils n'avaient pas de compte en banque, pas de moyens de paiement. Oui. Les hommes épousaient des femmes pour leur dot qu'ils s'empressaient de dilapider. Et Willy a fait de même avec les droits des Claudines. Ça, donc c'est sûr. Alors après, Elle s'est vengée. c'est arrivé quand même pour que ce soit elle, que ce soit les droits d'auteur pour elle. Oui. Ouais. Elle s'est débrouillée quand même assez bien. Ensuite, elle a beaucoup, Parce elle que là, s'est très elle a- très bien battue, Ça a y été compris long, pour hein, l'égalité d'ailleurs. salariale. Ça a été long quand même, On n'a l'histoire pas avec encore Willy. parlé de Sido, qui est l'autre ouvrage au programme. Quand même, là aussi, une femme assez fascinante. La vie de Sido est elle-même un roman. Donc, Ouais. elle est née en 1835 à Paris. Elle perd sa mère alors qu'elle n'a que 2 mois. Son père, qui est plus ou moins un escroc, cherche à fuir Paris et les créanciers. Il ne sait pas quoi faire du nourrisson et il la place en nourrice. Et c'est ça qui va décider du reste. Il la place en nourrice dans Lyon. Dans Lyon, à Mézy, qui est à 10 km de Saint-Sauveur-en-Puisaye. La petite va rester là dans Lyon. Il faut savoir que les nourrices de Lyon et du Morvan étaient très réputées à l'époque. C'est la raison pour laquelle elle avait choisi ce lieu. Et ensuite, il va faire venir la petite là où il se trouve à ce moment-là, c'est-à-dire à Bruxelles. Elle monte à l'âge de 10 ans à Bruxelles. Lui-même va pas rester longtemps parce que les créanciers, évidemment, il y en a de nouveau à Bruxelles. Et elle va être placée quasiment sous la garde de son frère aîné, Eugène Landois, qui est un journaliste. Oui, et il y avait deux Il y frères. avait hein, c'est ça Paul et Oui. Eugène. C'est surtout Eugène qui va s'occuper d'elle. Et c'est vraiment un journaliste qui est très reconnu à l'époque, qui est proche des milieux progressistes, d'avant-garde. Donc elle va avoir autour d'elle des comédiens, des musiciens, des intellectuels, Victor Considérant, Camille Lemonnier, les frères Stevens. Donc elle va être élevée dans cette bohème littéraire, artistique.
Mais le problème, c'est qu'elle va connaître ce fameux malheur des femmes de cette époque, c'est-à-dire que elle n'a pas de dot, puisque je vous ai dit qu'elle n'avait plus de père et son père était un escroc. Et c'est là que, rendant visite à son ancienne nourrice Amésie, on lui présente Colette. un type tout à fait odieux, pas Colette encore, mais ce fameux Jules Robineau Duclos, Daniel, que vous aimez tant. Robineau avec qui elle a eu des enfants. Ben oui, et qui est un monstre. Et qui était un monstre. Un monstre au sens physique du terme. Puisque mais Colette, lui, il avait été blessé pendant la guerre. Voilà, alors lui, elle va le rencontrer par hasard quelques années plus tard. Il lui manquait une jambe. Il lui manquait la jambe gauche qu'il avait perdue lors d'une bataille de la campagne d'Italie. Et donc Sido, elle va être mariée de force avec ce très riche bourgeois. Horreur. Elle quitte ses artistes, elle quitte Bruxelles, plus vieux qu'elle. Mais bon, les frères se disent, il est tellement alcoolisé, on le disait, laid, bègue et idiot. Il était complètement fou, il buvait du matin jusqu'au soir. Il avait une double rangée de dents. Enfin, il était vraiment un monstre. Donc ses frères se disent, il est horrible, mais son calvaire va pas durer longtemps. Il va quand même durer assez longtemps, puisque il faudra supporter Jules Robineau Duclos pendant quelques années. C'est là que sa fille va naître, Juliette, en 1860. Et quand Juliette naît, arrive dans le village, juste en face, un fringant capitaine des oies, enfin pas tout à fait fringant, parce qu'il a perdu une jambe en moins, mais très séduisant, très méridional, toulonnais, très beau, blond, enfin avec les yeux bleus, très très charmeur. Et elle va s'éprendre du capitaine. Scandale. Alors, on dit que le deuxième enfant serait l'œuvre du capitaine Colette, et lorsque Jules Robineau Duclos meurt d'alcoolisme en 65, elle peut épouser le capitaine Colette, et c'est là que 2 autres enfants vont naître. Donc en 66, son plus jeune frère Léopold, et le 28 janvier 1873, Gabriel, Sidonie Gabrielle Colette, puisque c'est son nom de famille, c'est Willy qui va prendre l'habitude, dès le début de leur mariage, de l'appeler Colette. Et donc son prénom va devenir en quelque sorte un prénom-nom, en quelque sorte, et s'imposer ensuite on le faisait souvent sur les programmes, on voit, il n'y a pas de prénom. Non. Comme Arletty, quoi. Voilà, Colette est devenue... Il y avait un prénom ou un nom, mais c'est tout. Et donc Sido, elle a, pour répondre à votre question, Judith, elle a été élevée donc dans ce milieu d'artistes. Et quand elle est arrivée à Saint-Sauveur-en-Puisaye, elle a refusé la compromission. Donc là, on voit déjà la Colette qui apparaît, c'est-à-dire qu'elle a refusé de se plier aux us et coutumes de la petite bourgeoisie rurale de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Donc, il faut vous imaginer une femme qui est donc athée, profondément, libre penseuse, égalitariste, républicaine, et donc qui va emmener son chien aboyer à la messe pendant l'élévation pour embêter le curé, qui lit les œuvres de Corneille cachées derrière son missel, qui recueille les filles mères, et elle va donc donner à Colette cet exemple d'une liberté en acte, en quelque sorte, et d'une liberté qui ne craint pas d'affronter le reproche, les critiques des autres, et elle va lui léguer autre chose qui sera important, c'est la relation que Sido entretient avec la nature. Le lien que Sido, son jardin, que Daniel a visité à la maison, qui a été reconstitué, le jardin du haut, le jardin du bas. Et Sido, je dis souvent que ce jardin, c'est un temple pour elle. C'est une sorte de temple païen. Toutes les fleurs, elle les traite comme si c'était des êtres vivants. Elle leur parle, elle redresse les roses par le menton, dit joliment. C'est un sacré personnage. Oui, c'est ça. C'est la fille, quand même. Voilà, elle est la fille de Sido. Voilà. Et quand elle est morte, elle était enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle n'a pas connu je dis tombée parce qu'elle avait 40 ans, c'est pas une jolie expression, mais... Elle n'a pas connu sa petite fille. Non. Elle est tombée enceinte au moment où Sido était en train de mourir. Alors, il faut savoir que les relations entre Colette et Sido sont des relations complexes. Sido, c'est 1929, si on parle du livre. Oui. Alors, Sido, pareil, une première fois en 1929. Elle n'a pas été à son enterrement, d'ailleurs. Non. Elle ne s'est pas rendue à l'enterrement de Sido, mais Colette avait une règle, c'est qu'elle ne se rendait jamais à l'enterrement des gens qu'elle avait aimés. Elle a pris cette décision, elle ne voulait pas voir, elle dira. C'est quasi obligatoire. Qu'elle ne voulait pas voir sa mère morte, voilà. Mais c'est vrai que les relations entre Colette et Sido ont été extrêmement ambivalentes parce que Sido était une femme tout à fait hors norme, vous l'aurez compris, très possessive avec tous ses enfants. Souvenez-vous qu'elle avait perdu elle-même sa propre mère à l'âge de 2 mois. Et c'était sa préférée. Elle était sa préférée. En tout cas, c'est celle qu'elle avait choisi de garder à côté d'elle. Minet Chéri, joyau tout en or, chef-d'œuvre, merveille, bref. Et elle lui dit dans certaines lettres, toi, c'est moi. En fait, elle fait, il faut vous imaginer le poids. Elle se projette. En fait, cette liberté que je n'ai pas pu avoir, moi, en tant que femme, car Sido aurait sans doute pu avoir une vie artistique, intellectuelle très riche. Quand on lit ses lettres, on le voit.
Mais elle n'a pas l'éducation, c'était pas l'époque. Elle lègue à sa fille le soin d'accomplir ses rêves inassouvis. Et elle veut avoir la main sur sa fille, même quand elle est partie. Hein. Quand Colette veut faire du musical, elle lui dit « Quand on a comme toi autant de quoi s'asseoir, qu'on ne sait ni entrer ni sortir, on ne se lance pas sur scène. » Elle fait du journalisme, elle dit « Mais abandonne cela, c'est la mort du romancier, tu dois te consacrer à tes textes. » Quand elle se sépare de Willy, « Mais ma pauvre, moi j'avais compris depuis le départ. » Elle est venue de sa campagne à Paris pour la soigner. Au moment de sa dépression. Ouais. Oui. Et donc Colette avait sans doute ressenti à un moment le besoin. Elle ne devait pas beaucoup aimer Willy. Non, même si sans doute elle avait conscience que Willy avait aidé Colette à échapper à quelque chose. D'ailleurs, elle lui dit dans certaines lettres, s'il n'y avait pas eu ce phénomène, tu ne serais peut-être pas l'écrivaine que tu es maintenant. Et donc, sans doute que Colette a ressenti le besoin à un moment donné de trouver sa propre existence en tant que fille, en tant que femme, en dehors de sa mère. Et il est significatif que les premières œuvres qu'elle publie, notamment la série des Claudine, Claudine n'a pas de mère. Et le personnage de Sido... Oui, il entre tard, en fait. Il entre tard, 1922 avec la maison de Claudine, donc exactement. 10 ans après la mort de la mère réelle. Ce jeu intéresserait les psychanalystes sans doute. Et sans doute parce qu'il a fallu tout ce temps pour Colette, pour surmonter une forme de culpabilité à l'égard de la fille qu'elle était, qui n'était pas allée voir sa mère à la fin de sa vie quand elle était malade, qui n'a pas été aussi présente qu'elle aurait peut-être dû, si on en croit les lettres de Sido, et en même temps une sorte de rancune à l'égard d'une mère si possessive, si grande qu'elle avait empêché ses enfants d'exister loin d'elle, et elle va, et c'est souvent ce que je dis aux élèves et aux enseignants, elle va créer le personnage de Sido, qui est très ressemblant à la mère réelle, mais qui est en fait une nouvelle projection de Colette elle-même. Voilà. C'est maintenant, alors qu'elle arrive à dépasser les 50 ans, elle voit l'âge qui arrive, elle décide que Sido sera désormais un personnage, le modèle auquel elle pourra se comparer. On la connaît quand même par ses lettres, en fait. Oui. Mais Sido, on peut en écouter, j'allais dire, un extrait dans Colette, cet inconnu, qui est quand même la lettre du cactus. Voilà. Je laisse ceux qui nous regardent découvrir cette très belle lecture. Donc si les élèves n'ont pas une bonne note au bac, c'est pas possible. C'est qu'ils n'ont pas vu cette émission. Non, c'est pas possible. Alors, Colette, cet inconnu, ça c'est déjà en ligne. C'est donc un lundi au Vieux-Co, en compagnie de Juliette, merveilleuse chanteuse, et de Véronique Vella et de vous, Frédéric. C'est déjà visible. Et vous aurez compris, mais enfin, quand même, on redit, parce qu'on le dit jamais trop, le 15 février à 20h30, seule et unique diffusion de l'envers du musical avec vous, Daniel Lebrun. Et ça, c'est vraiment un passage absolument merveilleux et on goûte toute la fraîcheur, toute la sensibilité et la tendresse vraiment de cette langue et de Colette qui a peint ce monde du musical. Merci. De façon merveilleuse. C'est un grand spectacle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi évidemment à Vanessa Freinet qui prépare donc ces émissions, et puis Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne qui la réalisent chaque lundi. On se retrouve lundi prochain, 19h. Très belle semaine à tous. Merci.